et il fit feu. L'animal poussa un cri terrible et continua de plus belle. Voyons, dit Joe en s'armant de l'un des fusils, il faut que je vous aide, monsieur Dick, ou cela n'en finira pas. Et 2 balles allèrent se loger dans les flancs de la bête. L'éléphant s'arrêta, dressa sa trompe et reprit à toute vitesse sa course vers le bois. Il secouait sa vaste tête et le sang commençait à couler à flots de ses blessures. Continuons notre feu, monsieur Dick. Et un feu nourri, ajouta le docteur. Nous ne sommes pas à 20 toises du bois. 10 coups retentirent encore. L'éléphant fit un bond effrayant. La nacelle et le ballon craquèrent à faire croire que tout était brisé. La secousse fit tomber la hache des mains du docteur sur le sol. La situation devenait terrible alors. Le câble de l'ancre, fortement assujetti, ne pouvait être ni détaché ni entamé par les couteaux des voyageurs. Le ballon approchait rapidement du bois quand l'animal reçut une balle dans l'œil au moment où il relevait la tête. Il s'arrêta, hésita, ses genoux plièrent, il présenta son flanc au chasseur. Une balle au cœur, dit celui-ci, en déchargeant une dernière fois la carabine. L'éléphant poussa un rugissement de détresse et d'agonie. Il se redressa un instant en faisant tournoyer sa trompe, puis il retomba de tout son poids sur une de ses défenses qu'il brisa net. Il était mort. Sa défense est brisée, s'écria Kennedy. De l'ivoire qui en Angleterre vaudrait 35 guinées les 100 livres. Tant que cela, fit Joe, en s'affalant jusqu'à terre par la corde de l'ancre. À quoi servent tes regrets, mon cher Dick, répondit le docteur Fergusson. Est-ce que nous sommes des trafiquants d'ivoire? Sommes-nous venus ici pour faire fortune? Joe visita l'ancre. Elle était solidement retenue à la défense demeurée intacte. Samuel et Dick sautèrent sur le sol, tandis que l'aérostat à demi dégonflé se balançait au-dessus du corps de l'animal. La magnifique bête, s'écria Kennedy. Quelle masse! Je n'ai jamais vu dans l'Inde un éléphant de cette taille. Cela n'a rien d'étonnant, mon cher Dick. Les éléphants du centre de l'Afrique sont les plus beaux. Les Anderson, les Cumming les ont tellement chassés aux environs du Cap qu'ils émigrent vers l'équateur, où nous les rencontrerons souvent en troupes nombreuses. En attendant, répondit Joe, j'espère que nous goûterons un peu de celui-là. Je m'engage à vous procurer un repas succulent aux dépens de cet animal. Monsieur Kennedy va chasser pendant 1 heure ou 2, monsieur Samuel va passer l'inspection du Victoria, et pendant ce temps je vais faire la cuisine. Voilà qui est bien ordonné, répondit le docteur. Fais à ta guise. Pour moi, dit le chasseur, je vais prendre les 2 heures de liberté que Joe a daigné m'octroyer. Va, mon ami, mais pas d'imprudence, ne t'éloigne pas, sois tranquille. Et Dick, armé de son fusil, s'enfonça dans le bois. Alors Joe s'occupa de ses fonctions. Il fit d'abord dans la terre un trou profond de 2 pieds. Il le remplit de branches sèches qui couvraient le sol et provenaient des trouées faites dans le bois par les éléphants dont on voyait les traces. Le trou rempli, il entassa au-dessus un bûcher haut de 2 pieds et il y mit le feu. Ensuite, il retourna vers le cadavre de l'éléphant, tombé à 10 toises du bois à peine. Il détacha adroitement la trompe qui mesurait près de 2 pieds de largeur à sa naissance. Il en choisit la partie la plus délicate et y joignit un des pieds spongieux de l'animal. Ce sont en effet les morceaux par excellence, comme la bosse du bison, la patte de l'ours ou la hure du sanglier. Lorsque le bûcher fut entièrement consumé à l'intérieur et à l'extérieur, le trou, débarrassé des cendres et des charbons, offrit une température très élevée. Les morceaux de l'éléphant entourés de feuilles aromatiques furent déposés au fond de ce four improvisé et recouverts de cendres chaudes. Puis Joe éleva un second bûcher sur le tout, et quand le bois fut consumé, la viande était cuite à point. Alors Joe retira le dîner de la fournaise. Il déposa cette viande appétissante sur des feuilles vertes et disposa son repas au milieu d'une magnifique pelouse. Il apporta des biscuits, de l'eau-de-vie, du café, et puisa une eau fraîche et limpide à un ruisseau voisin. Ce festin ainsi dressé faisait plaisir à voir, et Joe pensait, sans être trop fier, qu'il ferait encore plus de plaisir à manger. Un voyage sans fatigue et sans danger, répétait-il. Un repas à ses heures, un hamac perpétuel,
qu'est-ce que l'on peut demander de plus? Et ce bon monsieur Kennedy qui ne voulait pas venir. De son côté, le docteur Fergusson se livrait à un examen sérieux de l'aérostat. Celui-ci ne paraissait pas avoir souffert de la tourmente. Le taffetas et la gutta-percha avaient merveilleusement résisté. En prenant la hauteur actuelle du sol et en calculant la force ascensionnelle du ballon, il vit avec satisfaction que l'hydrogène était en même quantité. L'enveloppe jusque-là demeurait entièrement imperméable. Depuis 5 jours seulement, les voyageurs avaient quitté Zanzibar. Le pemmican n'était pas encore entamé. Les provisions de biscuits et de viande conservées suffisaient pour un long voyage. Il n'y eut donc que la réserve d'eau à renouveler. Les tuyaux et le serpentin paraissaient être en parfait état. Grâce à leurs articulations de caoutchouc, ils s'étaient prêtés à toutes les oscillations de l'aérostat. Son examen terminé, le docteur s'occupa de mettre ses notes en ordre. Il fit une esquisse très réussie de la campagne environnante, avec la longue prairie à perte de vue, la forêt de Calmador et le ballon immobile sur le corps du monstrueux éléphant. Au bout de ces 2 heures, Kennedy revint avec un chapelet de perdrix grasses et un cuisseau d'oryx, sorte de gemsbok, appartenant à l'espèce la plus agile des antilopes. Joe se chargea de préparer ce surcroît de provisions. Le dîner est servi, s'écria-t-il bientôt de sa plus belle voix. Et les 3 voyageurs n'eurent qu'à s'asseoir sur la pelouse verte. Les pieds et la trompe d'éléphant furent déclarés exquis. On but à l'Angleterre, comme toujours, et de délicieux havanes parfumèrent, pour la première fois, cette contrée charmante. Kennedy mangeait, buvait et causait comme 4. Il était enivré. Il proposa sérieusement à son ami le docteur de s'établir dans cette forêt, d'y construire une cabane de feuillage et d'y commencer la dynastie des Robinsons africains. La proposition n'eut pas autrement de suite, bien que Joe se fût proposé pour remplir le rôle de vendredi. La campagne semblait si tranquille, si déserte, que le docteur résolut de passer la nuit à terre. Joe dressa un cercle de feu, barricade indispensable contre les bêtes féroces. Les hyènes, les cougars, les chacals, attirés par l'odeur de la chair d'éléphant, rôdèrent aux alentours. Kennedy dut à plusieurs reprises décharger sa carabine sur des visiteurs trop audacieux. Mais enfin, la nuit s'acheva sans incident fâcheux. Fin du chapitre 17.